Merci beaucoup Leslie, merci Jacques pour cette introduction. Alors moi je suis déjà très content qu'on ait M. Trump comme président, parce que je pense que M. Trump nous a réveillés. Il y a 4 ans, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ce genre de conférence avec un public aussi averti. On était encore dans le déni. Tout ça parce qu'on avait Obama à l'administration américaine, et Obama était le gentil pour tout le monde, alors que c'est lui qui a vraiment utilisé de manière industrielle l'utilisation du droit comme arme économique. C'est sous Obama qu'il y a eu les plus grosses sanctions contre les entreprises françaises, mais contre les entreprises européennes de toute façon. Alors, dans mon livre, effectivement, je décris ce piège. Alors, le piège est à plusieurs niveaux. Déjà, c'est une stratégie pensée, réfléchie, coordonnée au plus haut niveau de l'État, avec tous les services américains tirant dans le même sens, ce qui est loin d'être le cas dans notre pays et dans d'autres pays. D'accord ? Donc, à la fin de la guerre froide, les Américains ont dû se trouver un autre ennemi. Et les services de renseignement ont été réorientés vers le renseignement économique à partir sous Clinton, il faut quand même le rappeler. Et donc, jusqu'à maintenant, vous avez à peu près 60% de l'activité des renseignements américains qui sont orientés vers le renseignement économique et 40% sur la drogue, le terrorisme, etc. Tous nos services de renseignement en Europe sont orientés pratiquement à 100% sur la lutte contre le terrorisme. Donc on a déjà une asymétrie des moyens. Et ensuite, à la fin des années 90, donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il y a beaucoup de gens très intelligents qui se sont dit on va quand même utiliser notre droit comme arme économique pour faire fléchir principalement nos alliés. Donc ils sont allés ressortir la vieille loi FCPA qui date de 1977 et qui, pendant 25 ans, je vous rappelle, n'a absolument pas été appliquée aux États-Unis. Donc j'entends dire qu'on a 40 ans de retard sur les États-Unis sur la lutte contre la corruption, c'est complètement faux. Ils avaient une loi qu'ils n'utilisaient pas, comme nous, on n'avait pas de loi, enfin, une loi, mais on avait quand même déclaré à Bercy les commissions, les pots de vin jusqu'à l'an 2000, et que c'était déductible des impôts. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont rendu extraterritorial en 1998, ils ont fait pression sur l'OCDE pour que les pays membres de l'OCDE écrivent leur propre loi anticorruption et imposent à leurs propres entreprises d'arrêter de faire de la corruption internationale. Et ensuite, comme on l'a expliqué avant, il y a le Patriot Act de 2001 revu en 2005 qui donne toute latitude aux agences de renseignement américaines pour espionner principalement les entreprises européennes. Ce qui a été dévoilé par Snowden, toutes les entreprises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions en France étaient systématiquement espionnées par la NSA. Donc ça veut dire tous les contrats Airbus, tous les contrats Alstom, pour beaucoup de contrats Thales, beaucoup de contrats de grandes entreprises. Qu'avons-nous fait contre ces entreprises? Il y avait, dans le rapport Snowden, quand même, il y avait écrit noir sur blanc qu'il y avait 100 entreprises américaines du numérique, donc les Google, les Facebook, les YouTube et tout ce que vous voulez, qui travaillaient pour la NSA pour espionner les entreprises françaises. Ils ont quand même violé de nombreuses lois françaises. Vous avez vu une seule action contre ces entreprises? Zéro. Donc, lorsqu'ils jouent comme ça, et lorsqu'ils sont même pris la main dans le sac et qu'ils voient qu'on ne réagit pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de jouer. Et ils continuent de jouer, et ils continuent, non seulement ils continuent, mais ils accélèrent. Donc, ce piège s'est refermé sur tout le monde. Lorsqu'on analyse les sanctions, ne serait-ce que sur cette seule loi FCPA, qui est bien sûr sous couvert de valeurs morales indiscutables, qui ne veut pas lutter contre la corruption, on se rend compte qu'il y a une énorme asymétrie des sanctions sur les entreprises et sur les individus. Moi, je me suis amusé à faire la liste des entreprises qui avaient payé plus de 100 millions de dollars au titre de cette seule loi américaine. Vous vous rendez compte qu'il y a 29 entreprises et que sur ces 29 entreprises, vous n'avez que 6 entreprises américaines. Et par contre, vous avez 16 entreprises européennes, principalement allemandes, françaises et anglaises. D'accord, ils ont même tapé sur leurs amis anglais, British Aerospace, Rolls-Royce, etc., qui ont payé des amendes absolument extraordinaires. Il faut quand même le faire. Ils ont quand même accusé British Aerospace de faire de la corruption en Arabie Saoudite pour des ventes d'armes. Bon, il y a quand même peut-être... il fallait peut-être regarder un petit peu chez eux avant d'aller taper chez les Anglais. Mais il n'y a pas d'amis. Donc, résultat, on se retrouve avec une asymétrie complète des sanctions vis-à-vis des entreprises. Lorsqu'une entreprise est sous enquête du Department of Justice, elle est complètement affaiblie. Et c'est là où le piège se referme. Et là, c'est là où c'est très compliqué. Parce que le piège se referme sur l'individu, sur l'entreprise, sur l'État, sur tout le monde, en fait. Sur l'individu, pourquoi? Parce que si un individu est arrêté dans le cadre de ces sanctions, très vite, vous avez un conflit d'intérêts entre l'individu et l'entreprise. Certes, on peut s'offusquer du fait qu'Alstom m'ait laissé tomber, etc. Mais en fait, quand vous êtes sous enquête comme ça,
pour diminuer l'amende que vous paierez éventuellement au département de justice et pour surtout préserver les personnes qui n'ont pas encore été arrêtées, vous devez faire ce que le département de justice vous dit. Et lorsqu'il vous dit, vous devez laisser tomber M. Pierucci, vous devez arrêter de payer ses avocats, vous devez ne pas recevoir sa famille, vous devez ne lui fournir aucun document qui puisse l'aider à se défendre, l'entreprise le fait. Et croyez-moi, toutes les entreprises feraient exactement la même chose que ce qu'a fait Alstom, quoi qu'on en dise. Donc le piège se referme aussi sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que, effectivement, lorsque le patron de l'entreprise a été impliqué dans les faits, vous avez un énorme problème de gouvernance. Vous pensez qu'à une seule chose lorsque vous êtes patron d'une entreprise et que vous risquez d'être inculpé par le département de justice. Vous pensez à une seule chose, vous pensez à éviter la prison pour vous-même. Point barre. Vous ne pensez pas à vos employés, vous ne pensez pas à l'entreprise, vous ne pensez pas à l'État, vous ne pensez pas à la stratégie industrielle, la souveraineté industrielle du pays. Tout cela, ça passe au second rang. Vous pensez simplement à sauver votre peau. D'accord ? Et donc là, il y a un énorme problème de gouvernance. Vous ne pensez pas aux actionnaires. Et donc là, vous êtes prêt à toutes les compromissions possibles pour ne pas aller passer 15 ans en prison de haute sécurité aux États-Unis. D'accord ? Et cela, on l'a vu de manière évidente dans le cas Alstom, mais demain, vous aurez la même chose dans une autre entreprise, ça sera exactement la même réaction. Donc ce n'est pas si évident pour l'entreprise de gérer ça. Parce que bien évidemment, elle va vouloir diminuer le montant de son amende et le DOJ va demander une coopération complète. Donc ça veut dire quoi, une coopération complète? Ça veut dire mettre en évidence devant le DOJ les personnes qui ont fait de la corruption dans l'entreprise, donc autodénoncer ses propres employés. Ça veut dire avouer tous les contrats qui ont été gagnés dans tous les pays du monde avec tel consultant, etc., en payant tel pot de vin et en donnant exactement le montant du profit réalisé. D'accord ? Donc ça veut dire se mettre effectivement à nu complètement devant le département de justice. Et les entreprises le font, et elles continueront à le faire en violant même la loi de blocage française, même toute loi en fait française, d'accord, ou européenne qu'on pourra inventer. On essaie d'inventer le RGPD pour contrer le Cloud Act, etc. Les entreprises violeront ces lois françaises et européennes simplement parce que le bâton est plus gros de l'autre côté. C'est tout. C'est tout. Et donc, lorsque une entreprise devra choisir être conforme au RGPD ou être conforme au Cloud Act, elle sera conforme au Cloud Act. Point barre. Point barre. Donc, ensuite, le piège se referme au niveau de l'État, parce que l'État, en fait, ne maîtrise pas ce que fait l'entreprise. Et l'entreprise va essayer de faire ça dans le dos de l'État, bien évidemment, parce qu'on parle de responsabilité pénale individuelle. Donc, forcément, on ne va pas mettre l'État dans la boucle. Donc, forcément, ça a des conséquences dramatiques, comme on l'a vu dans l'affaire Alstom. Je vous rappelle que déjà, on avait vendu Alstom pour une promesse de 1000 emplois. C'est quand même assez extraordinaire qu'on vend une entreprise aussi stratégique qu'Alstom, ne serait-ce que sur une promesse de création de 1000 emplois. Je vous rappelle quand même qu'Alstom, bon, certes, ce sont les métros, les TGV, mais c'est avant tout la partie power, qui est notamment la partie maintenance de toutes nos centrales, de toutes les turbines de toutes nos centrales nucléaires, qui produisent 75% de l'électricité française. Donc lorsqu'on vend une entreprise aussi stratégique qui a été bâtie quand même sur la commande publique pendant 50 ans et qui fait partie du patrimoine national et qui fait partie de la souveraineté industrielle, qu'on le vend pour un plat de lentilles et pour une promesse de création de 1000 emplois, pour moi, c'est de la haute trahison au bout du compte. Faut mettre les mots sur les actes. Ce qui s'est passé sur cette affaire-là, au bout du compte, vous vous rendez compte que même sur ce côté social, c'est une catastrophe, et donc vous avez 1000 emplois de perdus, en fait, au bout du compte. D'accord ? Ce qui a été annoncé il y a quelques mois. Le créer 1000 emplois, on en retire 1000 emplois. Donc c'est un piège aussi pour le gouvernement, c'est un piège social, c'est un piège pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ça des conséquences. Tout ça, bien sûr qu'il y a Pierucci qui s'est fait arrêter, bien sûr qu'Alstom a payé 772 millions, etc. Mais au bout du compte, si on tire la ficelle jusqu'au bout, d'accord, c'est une catastrophe sociale à Belfort, avec 1000 emplois perdus. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et comment réagir à tout cela ? Les États-Unis vont continuer à jouer. Ils gagnent à chaque fois. Pour l'instant, personne ne leur a posé autre chose. Je vous donne juste un petit exemple.
lorsque j'étais incarcéré pour la deuxième fois aux États-Unis, les États-Unis ont refusé d'appliquer la convention de transfèrement de prisonniers qu'ils avaient pourtant signée avec la France, parce qu'il y avait cette fameuse commission d'enquête parlementaire gérée par Olivier Marleix à l'époque, et donc il ne souhaite pas que je témoigne dans cette commission d'enquête parlementaire. L'ambassade avait essayé de trouver une autre alternative, comme pendant la guerre froide, échange de prisonniers. D'accord, on va regarder s'il y a un Américain en France, on va essayer de l'échanger contre Pierucci. 60 Français emprisonnés dans les prisons américaines, 0 Américain emprisonné dans les prisons françaises. Donc le transfèrement, l'échange de prisonniers était vite réglé. D'accord. Donc tant qu'en France, on n'a pas de bâton aussi pour créer une forme de réciprocité avec les États-Unis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On l'a fait il y a longtemps. Au niveau de l'Europe, il y a 25 ans, au niveau de l'Europe, on avait été capable de réagir à ces agressions américaines lorsqu'ils avaient attaqué les entreprises européennes sur les cartels. Ils avaient mis des amendes extraordinaires aux entreprises européennes. À l'époque, il y a 25 ans, l'Europe avait su réagir, avait mis des amendes importantes aux entreprises américaines. Et depuis, chacun lave son linge de son côté. Et même l'Europe est plutôt leader sur la lutte contre les cartels. Et c'est même reconnu par les États-Unis. Sur la corruption, on est incapable d'avoir une position commune 25 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que chacun voit midi à sa porte. En plus, Trump veut créer des relations bilatérales, et bien sûr, en créant des relations bilatérales avec chaque pays, étant donné que c'est le plus fort, forcément, il arrive à créer un rapport de force qui est toujours en défaveur de la personne du pays avec lequel il négocie. Donc si vous regardez en Europe, moi je ne suis pas très optimiste sur notre possibilité de réagir au niveau européen. Les Allemands, qui devraient être les premiers à réagir avec nous, parce qu'en Allemagne, il y a quand même eu Siemens, Deutsche Telekom, Bilfinger, etc., qui ont payé des amendes à peu près autant que les entreprises françaises. Mais moi je suis encore allé il y a un mois faire une conférence à Berlin sur le sujet. On est loin de réunir un panel comme ça à Berlin, je peux vous dire, hein, parce que on est encore, il y a ce qu'on avait en France il y a quelques années, on n'a même pas encore pris conscience vraiment du problème, bien que Merkel ait été espionnée, etc., ils ont encore moins réagi que les Français. Complètement. Donc là, on ne peut pas se reposer et faire un travail commun avec les Allemands parce qu'ils ne pensent qu'il y a une seule chose, c'est vendre leurs voitures aux États-Unis, et donc ils sont bien obligés d'avoir des compromis avec les États-Unis. On peut encore moins s'appuyer sur les Anglais, pourtant qui ont été aussi touchés, et ça pour d'autres raisons. D'accord. Et ensuite, dans les autres pays européens, il y a très très peu de pays en fait, qui ont une vraie industrie encore à défendre. D'accord. Donc lorsque vous êtes en Lettonie ou vous êtes, etc., s'opposer aux États-Unis sur des sujets de souveraineté industrielle, c'est pas vraiment votre sujet, d'accord. Et lorsque vous êtes la Pologne ou la Roumanie, etc., c'est encore moins votre sujet parce que vous avez l'ogre russe à côté et donc vous avez besoin de la protection américaine. Donc trouver une unité européenne là-dessus sur ces sujets-là, moi je pense que c'est complètement utopique. Alors c'est bien, on essaye, on va essayer de créer notre propre FCPA européen, etc., etc. Moi, je pense que il faut déjà prendre conscience au niveau français, et on est loin d'avoir cette prise de conscience jusqu'au plus haut niveau de l'État, parce qu'on est encore en train de se faire des guéguerres internes plutôt que de s'unir pour avoir une réponse unifiée vis-à-vis de ce problème-là. Ensuite, il faut regarder les autres pays qui sont vraiment touchés par ça. Les autres pays qui sont actuellement vraiment touchés par ces lois extraterritoriales, c'était l'Europe avec les pays que j'ai mentionnés. Maintenant, ce sont les Russes et les Chinois. D'accord. Vous avez vu l'affaire Huawei, vous avez vu l'affaire du gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'avec M. Trump, il le dit tout haut. Obama ne le disait pas, le disait tout bas, en fait, il ne le disait pas, mais Trump, il a dit, je vais vous mentionner quand même 2 exemples, il a dit quand même tout haut qu'il allait sanctionner les entreprises françaises, allemandes, etc., qui allaient construire le gazoduc le Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Bon, là, il lit directement la partie économique et la partie judiciaire. On ne peut pas être plus clair. D'accord. Lorsque, dans l'affaire Huawei, il dit que s'il arrive à faire un deal commercial entre la Chine et la Russie,
il verra, il relâchera peut-être, ou il abandonnera les poursuites contre Madame Meng, qui est la fille du fondateur et qui est la CFO de Huawei. Bon, là encore une fois, il lie directement un aspect commercial avec un aspect juridique. Donc là, maintenant, on ne peut pas ne pas savoir. On ne peut pas ne pas savoir, on ne peut pas ne pas réagir. D'accord ? Donc, moi, je pense qu'il faudrait dans les solutions, c'est déjà, bien sûr, créer de la réciprocité, d'accord ? Et donc, commencer voilà, Jacques, je suis tout à fait d'accord avec toi, regardez Goldman Sachs, regardez les GAFA, etc., qui ont enfreint beaucoup de lois françaises, notamment sur l'espionnage. Il faudrait, je pense, commencer à s'allier aussi avec des pays non européens qui ont été sanctionnés, qui ont les mêmes problèmes que nous, d'accord, et qui ont un poids. Parce que pour l'instant, les États-Unis ne comprennent que le rapport de force. Et tant qu'on n'aura pas rétabli un rapport de force, soit d'abord seul, mais surtout certainement avec quelques alliés, ils vont continuer à jouer, etc. Je voudrais finir sur un sujet qui me tient à cœur. On a perdu notre souveraineté industrielle dans un domaine stratégique qui est la production d'électricité, nos centrales nucléaires. C'est pas rien quand même. Je vous rappelle quand même que pendant la deuxième guerre du Golfe, les États-Unis ont arrêté de nous fournir des catapultes pour notre Charles de Gaulle, ce qui a mis notre Charles de Gaulle hacké, d'accord, pendant la deuxième guerre du Golfe, parce qu'on n'avait pas voulu les suivre sur l'invasion de l'Irak. D'accord. Demain, on ne va pas vouloir les suivre sur la prochaine invasion ou sur la prochaine guerre qu'ils vont décider, sur l'Iran ou Dieu sait où, d'accord. Que vont-ils faire? Je vous rappelle quand même que General Electric a menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires, parce qu'ils, juste après l'acquisition d'Alstom, pour un problème commercial. Donc si demain, le gouvernement américain, comme ils ont dit, là, par exemple, dans l'affaire Huawei, ils ont dit à Google d'arrêter de filer Android à Google, etc. Si demain, parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique étrangère américaine, ils imposent à General Electric d'arrêter de nous fournir des pièces de rechange pour nos turbines, ils nous mettent dans le noir. C'est absolument... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On est complètement dans les mains actuellement des Américains là-dessus. Donc moi, j'ai fait une proposition d'essayer de racheter cette partie-là, qui me paraît la partie la plus stratégique. D'accord, ça fait 6 mois que je travaille avec un tour de table. General Electric est dans une situation catastrophique pour d'autres raisons. Nous avons une technologie absolument unique, qui est la meilleure technologie au monde. C'est 3000 emplois en France. C'est une turbine, la turbine Arabelle, qui équipe toutes nos centrales, qui est la turbine la plus avancée et la plus aboutie technologiquement. C'est un business qui est profitable. Je ne comprends pas pourquoi on ne se saisit pas de ce type de projet au plus haut niveau de l'État. On est toujours dans le réactif. Vous regardez ce qui se passe. Moi, je suis allé 2 fois à Bercy, c'est de proposer ce projet-là. D'accord. On est toujours dans le réactif. Regardez ce qui se passe avec Ascoval, regardez ce qui se passe avec Ford, regardez ce qui se passe avec Belfort General Electric, regardez ce qui se passe avec Air France KLM, où on est surpris que le gouvernement hollandais achète rentre au capital. On est tout le temps surpris. C'est quand même incroyable. Et à chaque fois, on crie au scandale à chaque fois qu'on a ce genre de mauvaises surprises. Pour une fois, anticipons. Nous savons que General Electric est dans une situation catastrophique. Nous savons que ça va vendre. On a une golden share en plus dans cette joint venture-là qui permet d'avoir un droit de regard sur un futur repreneur. Pour une fois, anticipons. Allons voir General Electric, disons, voilà, on veut racheter ça. Ouvrez, faites-nous une data room. On vous fait une proposition, on la rachète. Et au moins, on sort par le haut de l'affaire Alstom. Pour l'instant, on s'embourbe dans cette affaire Alstom depuis 5 ans. Il n'y a aucune stratégie industrielle derrière pour essayer de recouvrer notre souveraineté sur ce sujet-là. Voilà, je voulais finir là-dessus parce que je pense que ça... Merci. Si je peux me permettre de te poser une question, est-ce que les dernières révélations, on a vu que c'est un journal Mediapart, je crois, qui a sorti des accords secrets qu'on ne connaissait pas, est-ce que ça va permettre de porter plainte? Est-ce que ça va permettre de faire changer les choses? J'ai eu l'impression qu'il y avait des ouvertures supplémentaires avec ces accords qui, en plus des 1000 emplois, il y a encore d'autres accords qui n'ont pas été respectés. Est-ce que ça peut nous donner des ouvertures? Moi, je pense que
On va porter plainte, ça va durer 10 ans, et puis au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on aura on aura gagné 50 millions de points en plus. C'est pas le sujet. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut faire sous cette démarche-là. Il faut essayer, mais il y a urgence. Il y a urgence à recouvrer notre souveraineté dans ce domaine-là. Il y a une fenêtre d'opportunité. Il faut la jouer. Il faut la jouer à fond. Alors bien sûr, il y a plein de scandales autour de l'affaire Alstom. Donc ça, c'est un des scandales. Et des documents, il y en aura encore. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de documents aussi qui sont dans les mains de nos autorités. On le sait très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir Mediapart pour les mettre sur la place publique. D'accord ? Qu'attendons-nous pour commencer à jouer la deuxième mi-temps ? On peut jouer la deuxième mi-temps. Les Américains sont très très forts. Il faut dire ce qu'il y a. Moi, je leur tire chapeau. Tout ça est coordonné. Ils jouent en équipe. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et on est des agneaux pour l'instant. Sauf que maintenant, il y a une deuxième mi-temps à jouer. Et donc, jouons la deuxième mi-temps. En plus, on est en pleine Coupe du Monde. C'est le moment. Je voulais dire, c'est que les plaintes étaient un moyen de pression. C'est pas la peine qu'elles aillent au bout, mais ça pouvait être un moyen de pression ou un moyen de négociation. Peut-être, moi, je pense que ce genre de choses se discute de toute façon aux États-Unis, qu'une plainte en France, ça ne leur fait absolument pas peur. Ça va traîner dans les tribunaux, et je pense que c'est pas ça qui va faire changer grand-chose.